Maintenant, on va passer à un autre outil, la pierre, là, comme ça. Et ça, c'est l'outil le plus important. Et si je n'avais pas retrouvé l'utilisation de ces outils, jamais je n'aurais pu avoir une démonstration de construction crédible. Et ce sont ces pierres qui vont servir au déplacement des monolithes partout dans le monde, que ce soit l'île de Pâques, à Baalbek, partout au Pérou. Si on n'a pas ces pierres, jamais on déplacera un bloc de plusieurs centaines de tonnes. Ce n'est pas possible sur des rouleaux ou le faisant glisser. Même avec des milliers de personnes, ce n'est pas possible. Alors qu'avec ces pierres, ça devient facile. Et cela, personne n'a jamais montré l'utilisation de ces pierres, parce que ces pierres ont été classées comme étant des poids pour peser. Une fois que c'est classé, c'est fini, on ne revient plus dessus. Et donc moi j'appelle monolithe à partir de, mettons, de 5 tonnes jusqu'à 500 tonnes comme les obélisques. Le plus gros fait 510 tonnes. Après les colosses de même nom, tout ça, et bien, vous avez les statues, la statue de Ramsès là, qui fait 700-800 tonnes. Si on n'a pas ces pierres, on ne déplacera jamais des monolithes de cette taille. Et les blocs les plus lourds déplacés au monde jusqu'à aujourd'hui, je crois que ce sont les blocs du temple de Jupiter à Baalbek au Liban, où il y a les trilitons. Il y a 2 blocs de monolithes qui sont en place et un autre est resté dans la carrière. Ces blocs font entre 800 et 1200 tonnes. Là. Et si vous ne savez pas comment déplacer ces blocs, il ne faut pas essayer avec des rouleaux ou les faire glisser, ce n'est pas possible. Alors qu'avec ces pierres, ça devient facile. En supposant ici que l'on ait un bloc, par exemple, mettons 200 tonnes pour donner un ordre de grandeur déjà assez important. Déjà, ces blocs qui sont taillés dans les carrières, il faut qu'ils soient mis, ces monolithes, il faut qu'ils soient mis sur des poutres. Parce qu'un bloc qui est plaqué au sol, vous ne le déplacez pas. Donc, et là, on voit comment les Égyptiens faisaient pour mettre ces monolithes sur des poutres, parce qu'il y a des blocs qui sont restés dans les carrières, prêts à être déplacés. Et là, on a l'exemple sous les yeux, comme ça, de leur façon de faire. Moi, je démontre avec 2 poutres là, mais plus le bloc est lourd et long, plus on va multiplier les poutres là. Et là, au centre là, de ces poutres là, on va incruster donc. Au centre de ces poutres, on va incruster cette pierre-là, comme ça, au centre, là. On est sur un alignement de pierres, comme ça. Et donc, le bloc va reposer comme ça sur ces pierres-là, au centre. Et donc, les 2 formes ont une importance. Le fait qu'elles soient coniques, le cône, on va l'entailler dans le bois. Et le dôme, il est laissé dépassant au-dessus. On est sur une bille, comme ça. Mais une bille qui ne roule pas. Et donc, en dessous, on va faire la même chose, comme ça. Au même niveau que ce qui repose au sol, on va incruster une pierre comme ça de chaque côté. Plus le bloc est lourd, plus on va se rapprocher les pierres du centre de gravité. Donc, vous allégez le travail des ouvriers en bout des leviers. Là, et donc là, je vais remettre dessus là, mon bloc, là. Vous voyez, ce bloc, il est sur 2 points comme ça. Il n'y a pas besoin qu'il soit un grand espace entre la poutre et le bloc, là, juste pour qu'il y ait un point de pivotement, là, comme ça. Et donc, après, avec les ouvriers, là, avec des leviers, comme ça, vont lever d'un côté, là. Là, on va lever les 2 côtés en même temps pour dire on fait avancer tout l'ensemble, là. Donc, les ouvriers vont... Donc ici, ils vont lever comme ça d'un côté, avec des leviers en biais comme ça, et par un mouvement giratoire, vous voyez le bloc il avance. Il n'y a plus de frottement. C'est du pivotement. Une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Et plus le bloc est lourd, plus le bloc est... Si la pierre de pivotement en dessous au sol est située à l'extrémité là, du bloc, là, les ouvriers, d'un côté, ne lèvent plus que la moitié du poids. L'autre moitié repose au sol. Plus le bloc est lourd, plus on va rapprocher ces pierres de pivotement du centre de gravité. Donc, vous allégez le travail des ouvriers en bout des leviers.
Plus le bloc est lourd, plus on va allonger ces poutres-là. Les poutres-là, cette barre va se retrouver décalée. Vous allez démultiplier la force du levier. Dans cette démonstration, tout est mathématique, tout peut se calculer. Là, on va déplacer dans ce sens, mais on peut aussi déplacer dans l'autre sens. Là. Il suffit de mettre une barre en travers ici. On va mettre une barre en travers ici. On va mettre les points d'appui dans ce sens-là, avec les leviers en bout ici. En levant, je vais le montrer avec un levier, c'est plus facile pour moi. Donc, en levant d'un côté, là, tout le poids est déversé ici. Et donc, vous déplacez dans l'autre sens. C'est toujours une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Jamais la totalité du poids en même temps. Dans les deux sens, là, et ce principe de déplacement a un énorme avantage. Parce que les ouvriers, les Égyptiens, allaient chercher des blocs, des monolithes dans le désert, dans des carrières situées dans le désert, des fois à des 20-50 km. Ils revenaient avec leurs monolithes sur le sable. Il n'y a plus besoin de rampe. Ça paraît presque incroyable. On ne peut pas tirer un bloc comme ça, c'est un monolithe sur le sable, même sur un traîneau. Ce n'est pas possible. Parce que là, et là, donc, si on a la structure que l'on a en dessous, là, les deux poutres, les pierres de pivotement et les pierres au-dessous. Si vous prenez des plateaux de bois comme ça, qui vont faire une cinquantaine de centimètres d'épaisseur, de largeur, une épaisseur d'une bonne dizaine de centimètres, on va les fixer là sous les pierres avec une plaque de cuivre entre la pierre et le bois, parce que comme ils ne connaissaient que le cuivre à cette époque-là, et sans ça, au bout de 10 manœuvres, s'il n'y a pas de plaque de cuivre, au bout de 10 manœuvres, la pierre est rentrée dans le bois. Et sous l'effet du poids, le sable ne flue pas sur les côtés, le sable va se tasser, et c'est un bloc qui va marcher comme ça sur le sable. Là. Donc là, je fais une petite démonstration avec un bloc de 300 kg, là, déplacement sur le sable. Ici, j'ai 5 cm de sable, là, j'en aurais 50, ce serait exactement la même chose, là. Donc, ce bloc est sur 2 poutres, avec une pierre, là, de chaque côté, derrière aussi, et une sur le dessus, là. Et donc, là, il faut aussi que les points d'appui, et là, ces pierres sont sur un plateau de bois, là. Il faut que les points d'appui soient aussi sur un plateau de bois. Donc là, on va lever comme ça d'un côté. Là. Il n'y a pas besoin de lever beaucoup, 1 cm, ça suffit. Et là, par un mouvement comme ça, vous voyez, le bloc, il avance. Il n'y a plus de frottement. On lève une fois d'un côté, c'est un bloc qui va marcher comme ça sur le sable. Et on peut faire le rapprochement entre ce principe de déplacement comme ça sur le sable. Quand vous marchez sur la plage, sur du sable sec, votre pied, c'est une toute petite surface d'appui. Vous ne vous enfoncez pas dans le sable, là. Le sable se tasse légèrement, vous marchez comme ça sur le sable. On est exactement dans le même principe. Vous voulez marcher sur la neige, il faut des surfaces plus importantes, et vous marchez comme ça. Et donc, cette démonstration n'a jamais été faite. Et comme ça. Parce qu'en Égypte, il n'y a pratiquement que du sable, là. Et là, on va pouvoir déplacer sur le sable sans aucun problème. Et cette démonstration, je voudrais bien la faire en Égypte, hein, avec un bloc de 200-300 tonnes, pour dire, voilà comment ils ont fait. Donc là, je vais démontrer aussi l'utilité d'un détail, un détail très important. Cette barre ronde, là, sur laquelle les leviers prennent appui, là, comme ça, là. Parce que cette barre ronde, il faut qu'elle soit mobile. Il faut qu'il y ait ce petit mouvement se fasse. Parce que quand vous avez un levier en biais, le point d'appui ici et le point d'appui ici, quand vous le ramenez à angle droit, les deux points s'écartent et se rapprochent. S'il n'y avait pas cette mobilité, il y aurait arrachement obligatoirement. Pour un bloc de 2-3 tonnes, ça va riper, mais pour un bloc de 100 tonnes, 200 tonnes, 500 tonnes, il y aura quelque chose qui va casser. Et cette barre ronde, on va la retrouver sur un bas-relief de la chaussée d'Ounas. Et Ounas, c'est un pharaon qui a construit sa pyramide 230 ans après Khéops. Et chaque pyramide avait
un temple haut et un temple bas qui était au port, et entre les deux, ce qu'on appelait la chaussée monumentale. Sur Khéops, cette chaussée fait à peu près 700 mètres de long, et donc et toutes ces chaussées avaient des murs sur les côtés, et à l'intérieur des murs, il y avait des bas-reliefs de sculptés dans la pierre. Donc Khéops, Képhren, Mykérinos, ces chaussées n'existent plus, mais Ounas, c'est un pharaon qui a construit sa pyramide 230 ans après Khéops. Il reste une partie des murs de côté, et à l'intérieur des murs de cette pyramide là, de cette chaussée, on a des bas-reliefs où l'on voit le transport de colonnes sur bateau, on voit le transport de corniches là. Là, je ne sais pas si on va bien voir là le bas-relief là. On voit là une colonne, le chapiteau est terminé, on voit qu'elle est sur un bâti-traîneau ici comme ça. Transport sur bateau, là ici on a le bateau là, le bout des poutres sur lesquelles repose ce traîneau là, et devant ce bâti-traîneau, on a une barre comme ça ronde que l'on voit, que l'on distingue. On voit qu'elle est ronde parce qu'on voit légèrement les arrondis. Je vais le montrer schématiquement, c'est plus facile à comprendre. Voilà le schéma, c'est un schéma de l'égyptologue Georges Goyon qui a reproduit 2 colonnes de 12 tonnes. Et donc, et cette barre qui n'a pas été retirée parce qu'elle va resservir à l'arrivée, à la descente des colonnes, cette barre a été classée par cet égyptologue, par Georges Goyon, comme étant le parapet du bateau. Là, ici, il n'y a pas de parapet, ici, il n'y a pas de parapet. À cette époque, les bateaux n'avaient pas de parapet. Et une fois que c'est classé, c'est fini. On ne revient pas sur quelque chose qui est classé. Voilà son classement. C'est un autre dessin de Georges Goyon. Donc, il n'a pas su trouver à quoi pouvait servir cette barre là sur le devant du bâti-traîneau. Là. Il l'a mis en parapet, et là, une fois que c'est classé, c'est terminé. On a même toutes les poutres qui sont dessus qui vont servir à acheminer ces colonnes sur les bateaux. Et donc, ces colonnes vont être acheminées par le côté. Parce que pour l'acheminement des blocs sur les bateaux, certains disent qu'on va mettre le bateau en travers du Nil, le nez sur la berge, et on va acheminer les blocs par le devant du bateau. Ce n'est pas possible. Alors que là, on va mettre ce bateau-là à quai, on va voir un quai ici. Les poutres, on va les mettre en travers du bateau et en travers du quai, et on va acheminer ces colonnes comme ça, avec les pierres de pivotement. Et là, c'est une explication, mais une fois que... Et c'était Georges Goyon dans ses explications, et ça, ce sont des publications officielles. Il dit bien que la hauteur du parapet n'est pas suffisante, parce que ce parapet, d'après la structure, d'après toutes les dimensions que l'on voit, ce parapet n'est pas assez haut et il serait beaucoup trop dangereux. Et donc là maintenant on a ce 4e outil là, que moi j'ai appelé le billot. C'est un socle comme ça, en bois ou en pierre, dans lequel on va incruster une pierre de pivotement comme ça, et c'est ce billot qui va servir de point d'appui au levier. Et sa hauteur a une importance, parce que sa hauteur réelle fait à peu près 60-70 cm de hauteur. Parce qu'on pourrait prendre une pierre comme ça, une pierre de pivotement, on va mettre cette pierre au sol, là, et on va faire la même manœuvre. On va appuyer, et puis on va faire la même manœuvre comme ça. Parce qu'il faut que le levier soit à l'horizontale par rapport au poids, une fois que les ouvriers ont appuyé. Mais dans le cas d'une pierre comme ça, cette manœuvre au sol, là, quand les ouvriers ont appuyé, ils sont dans cette position, donc ils n'ont plus aucune force pour pousser. La hauteur du billot va permettre aux ouvriers de se retrouver, on appuie et on se retrouve dans la meilleure position. Tout le monde appuie en même temps, tout le monde pousse en même temps, comme des rameurs, une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Et il devait y avoir certainement, comme on voit maintenant aujourd'hui encore dans les courses de bateau, ce qu'on appelle sur le devant un aboyeur qui gère la manœuvre.